BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Défi ETI, top départ, bienvenue dans l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire chaque semaine sur BFM Business. Coup de projecteur sur ces entreprises qui ne sont plus des PME, qui ne sont pas encore des grands groupes, mais qui sont si importantes pour le tissu économique de l'Hexagone. Des ETI confrontés au défi Brexit. Tout le monde en parle, mais les ETI sont-elles prêtes à encaisser le choc du divorce entre Londres et l'Union européenne? On en parle avec Jean-Marc Rouet, le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. Étienne de Marsac et Olivier Campenon nous livreront leur vision d'experts. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et Étienne Braque, cette semaine, une actualité entreprise. La France compte une nouvelle licorne. Oui, alors une licorne, on le rappelle, c'est une entreprise qui n'est pas cotée et qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et cette licorne, c'est Doctolib. Elle vient d'annoncer un tour de table de 150 millions d'euros. Donc maintenant, ça y est, c'est une licorne. C'est une jeune pousse, elle a seulement 6 ans. Alors on le rappelle, elle permet de prendre rendez-vous en ligne avec un médecin, un spécialiste. Et donc aujourd'hui, elle compte 750 salariés, 75 000 clients praticiens. Donc avec ce tour de table, elle va pouvoir continuer à se développer à l'international, notamment. Elle a un bureau actuellement en Allemagne. Elle a 5000 médecins clients en Allemagne. Donc ce tour de table va pouvoir permettre d'aller encore plus loin pour Doctolib. Et Doctolib rejoint donc un cercle fermé. On compte peu de licornes en France. Ah non, mais on est totalement à la traîne. Au Royaume-Uni, par exemple, on en a 25. Alors en France, ça dépend quel calcul on se base, mais on compte seulement 3 licornes. Donc maintenant 4 avec Doctolib. C'est Deezer, Blablacar et vente privée. Et après, si on considère par exemple qu'on considère les licornes qui sont cotées, on peut mettre dans le lot Talend qui fait des logiciels, ou encore Criteo aux États-Unis mais qui est une entreprise française, ou encore OVH. Mais alors OVH, pour le coup, on est dans une entreprise qui a été créée avant 2000. Donc on ne peut pas vraiment la considérer comme une licorne, mais c'en est un peu une quand même. Alors on va faire comme si. Merci Étienne. On passe maintenant au focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Et le focus, on le fait avec Olivier Campenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Chambre du commerce franco-britannique. Theresa May, cette semaine, a écrit à l'exécutif européen pour demander un report du Brexit. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va dans le bon sens? Énième épisode du Brexit. Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça nous donne en tout cas une chance supplémentaire de ne pas tomber dans la fameuse falaise, le cliff edge du no deal. Donc de ce point de vue-là, bien sûr qu'on peut que l'accueillir positivement. Mais j'ai tout de suite envie de dire, mais so what? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire qu'on se donne plus de temps pour continuer à discuter? Je vous rappelle que l'accord qui a donc été préparé par Michel Barnier avec l'ensemble des pays européens, finalisé en novembre, voté au Parlement en janvier 2019, donc tout ça a été fait, a été présenté par 2 fois au Parlement britannique, en fait à la Chambre de communes pour être précise, et bien à chaque fois a été rejeté. Donc que va-t-il se passer entre maintenant et potentiellement fin juin pour que les choses changent? On peut simplement espérer de la force de conviction de Theresa May. Alors, mais pour nous, la Chambre franco-britannique, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises. Ce qui nous importe, c'est surtout de voir quelle clarification va-t-on avoir dans ces quelques mois. Alors justement, sur quel point précis porte l'inquiétude des entrepreneurs? J'ai envie de dire tous les points, malheureusement, parce que finalement, je fais un tout petit retour en arrière parce qu'il est important. Nous ne sommes en train que de discuter de l'accord de sortie. Nous ne discutons pas de ce qui va se passer après. Donc il y a encore tout à faire. Mais l'inquiétude de l'entreprise, l'inquiétude légitime, c'est de dire mais que va-t-il se passer, que ce soit le 29 mars ou n'importe quelle date? Que va-t-il se passer dans les relations que j'ai entre les deux pays? Et ces relations-là, elles sont des relations contractuelles, elles sont des relations d'échange de matériel, elles sont des relations d'échange de services et de personnes. Donc, est-ce que s'il n'y a pas de deal, je dois rapatrier les personnes qui travaillent au Royaume-Uni? Est-ce que s'il n'y a pas de deal, je vais plus pouvoir échanger mes marchandises avec le Royaume-Uni? Ce sont des questions simples qui n'ont pas encore de réponse. D'accord, donc c'est l'incertitude pour l'instant. Certaines entreprises françaises sont en première ligne dans ce dossier du Brexit, et c'est le cas de Brittany Ferries. L'an dernier, plus de 2,5 millions de personnes ont pris ces bateaux pour traverser la Manche, entre autres. 46 ans d'une traversée entrepreneuriale au long cours que nous raconte Étienne Braque.
L'aventure Brittany Ferries commence en 1972 à Roscoff pour permettre aux agriculteurs bretons d'exporter plus facilement vers le Royaume-Uni. Depuis, l'ETI française a multiplié les acquisitions. Brittany Ferries se revendique premier employeur marin français avec plus de 2800 salariés pour 2,6 millions de passagers transportés l'année dernière. Et la flotte va s'agrandir. La compagnie attend un nouveau navire au gaz naturel. Il rejoindra les 12 ferries de la compagnie cet été, car l'ETI française multiplie ses routes au grand bonheur du tourisme français. Brittany Ferries, c'est 85% de voyageurs britanniques. Et pour continuer à satisfaire cette clientèle, la compagnie met en place de nouveaux tracés en installant des autoroutes de la mer entre 4 pays, puisque Brittany Ferries a largué les amarres dans 11 ports, de Bilbao à Cork, sans oublier Roscoff et Poole au Royaume-Uni. Bonjour Jean-Marc Rouet. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. On l'a vu, hein, un nouveau navire. Pour quelle ligne ? Pour la ligne Ouistreham-Portsmouth, donc la ligne qui est la première ligne en volume du transmanche de Brittany Ferries. Ce qui signifie donc que la perspective du Brexit n'a pas freiné votre appétence pour les investissements ? Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que, très concrètement, depuis la crise économique de 2008, on a eu un passage difficile chez Brittany Ferries. On n'a donc pas investi pendant cette période. Donc, on est un peu contraint quand même, parce que tous les ans, nos bateaux prennent un an. Et donc, contraint de renouveler. La ligne Ouistreham-Portsmouth, que ce soit crise de 2008 ou aujourd'hui, n'a pas vu ses volumes diminuer. Donc, c'est une ligne sur laquelle on a bon espoir de continuer à se développer. Et le Honfleur est donc totalement typé pour ce voyage. L'an dernier, vous avez affrété le Connemara pour renforcer la ligne Roscoff-Cork, c'est bien ça. Le navire bat pavillon chypriote. C'est une façon de justement contourner le Brexit. Pourquoi avoir choisi ce pavillon-là ? Non, du tout. En fait, l'idée du Connemara, c'est être avant-gardiste par rapport aux conditions de sortie, c'est-à-dire ce que M. Camponon expliquait tout de suite, savoir ce qui va se passer après. Chez Brittany Ferries, j'ai décidé, ma foi, de démarrer un service entre l'Espagne et la République d'Irlande en direct, et en même temps doubler donc la ligne de Cork-Roscoff. Pourquoi ? Parce que la République d'Irlande va se retrouver isolée quand on ne sait pas encore, mais le jour où le Brexit sera totalement actif, elle sera isolée donc du reste de l'Union européenne, et tout en y restant elle-même. Donc ce qui fait que les lignes directes ont très certainement un intérêt. Alors après, nous avions besoin de réagir vite, et ma foi, le navire n'était pas au pavillon français, mais nous avons déjà confirmé que avril 2020, le bateau sera armé pavillon français et restera dans la flotte Brittany Ferries. Alors, j'ai envie de dire, à condition finalement que le Brexit soit réel, parce que c'est sûr que, ma foi, garder ce navire si le Brexit n'existe jamais, je suis pas certain que la ligne soit totalement pertinente. D'accord, ok. Dans l'histoire de Brittany Ferries, on prend notre temps pour construire notre histoire, et on grimpe les étapes les unes après les autres. En 2018, vous avez enregistré un bénéfice de 8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires un peu plus de 444 millions d'euros. Pour l'année en cours, l'année du Brexit justement, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors on prévoit un budget qui est avec un résultat négatif si toute chose égale par ailleurs par rapport à 2018, mais il se trouve que dans notre souhait, et en même temps le souhait du gouvernement britannique par le biais d'un contrat avec le DFT, donc le ministère des Transports britannique, nous avons donc un engagement à augmenter nos capacités sur le transmanche au bénéfice donc d'avoir un contrat rémunéré par le gouvernement britannique. Donc ce qui fait que sur notre résultat, ça aura un impact positif, ce qui permettrait à Brittany Ferries de passer l'année 2019, donc comme vous l'avez appelé, l'année du Brexit, avec des meilleures conditions de sortie. Et vos passagers sont à 85% britanniques ? Oui, et 85% nous payent en livres aussi. Donc, justement, l'effet de change, on en reparlera dans un instant, mais je voudrais savoir si ces 85% de passagers britanniques, c'est pas une dépendance un peu dangereuse ? Alors, il se trouve qu'on aimerait bien faire plus de continentaux qui vont en Angleterre, mais je vous pose une question, est-ce que vous avez pour habitude de prendre vos vacances en montant vers le nord ? Pas moi, non. Voilà. En fait, c'est un phénomène européen. Les Européens vont plutôt vers le sud. Alors, c'est vrai qu'on arrive à vendre les journées shopping à Londres avant les fêtes et l'Irlande. L'Irlande, ça se vend très bien. C'est
plus de continentaux à rejoindre l'Irlande que d'Irlandais à rejoindre le continent. Mais c'est vrai que le sud de l'Angleterre est assez difficile à vendre pour des vacances famille. Donc c'est plutôt courses, visite d'un endroit spécifique. Bon, après, il y a des tours voyages en Écosse et en Pays de Galles, mais ça reste quand même plus petit ou à un volume bien inférieur à ceux qu'on a comme anglais qui viennent sur le continent. Autre invité de Défi ETI, Étienne de Marsac. Bonjour. Vous êtes stratégiste, gérant de fonds chez Sony Asset Management. Les liens commerciaux avec le Royaume-Uni, ils existent depuis des décennies, ça c'est clair. Jean-Marc Rouet l'a rappelé. Ils avaient été fluidifiés par la création de l'Union européenne. Est-ce qu'on arrive à quantifier aujourd'hui l'impact de ce Brexit qui n'est pas encore réel sur les comptes des entreprises françaises? Effectivement, vous l'avez rappelé d'abord, on est obligé de faire des scénarios, c'est-à-dire que le Brexit n'a pas encore matériellement eu lieu, et on est plutôt dans l'expectative que dans la prise de décision, et donc c'est difficile de chiffrer l'impact sur l'économie française, comme sur l'ensemble du continent européen. Mais donc, du coup, vous avez fait des modèles? Donc, on fait des modèles, on a des modèles d'impact, selon qu'on est dans une situation de hard Brexit ou de Brexit soft, voté et qui aura fait l'objet d'un consensus, et on arrive donc à des chiffres qui sont radicalement différents. Déjà, peut-être on peut rappeler que le pays qui sera le plus touché par le Brexit lui-même, c'est pas tellement l'Europe ou la France, ça reste l'Angleterre. Ça reste le Royaume-Uni. Ça reste le Royaume-Uni. Et donc, dans le cas d'un hard Brexit, la modélisation, elle donne, si vous voulez, et c'est pas nécessairement la nôtre, c'est celle de la Banque d'Angleterre, un impact sur le GDP, donc sur le PIB, qui est de l'ordre de 10% sur les 15 prochaines années. Dans le cadre d'un Brexit un peu plus soft, on est coordonné, on est dans un impact de entre 2 et 4% sur les 15 prochaines années. Donc du coup, pour la France, vous prenez une fraction de cet impact et vous arrivez à ce qui peut nous concerner. Alors justement, l'INSEE, dans sa dernière note de conjoncture, parle en cas de hard Brexit de 1,7% de PIB en moins à long terme. Exactement. Est-ce que les entreprises ont pris les mesures nécessaires pour justement pouvoir digérer cette baisse d'activité? Alors, il faudra demander spécifiquement aux entreprises, mais on prend des plans pour l'instant d'urgence, qui sont des plans qu'on appelle les contingency plans, qui permettent de faire face à l'urgence du moment, qui serait qu'un deal ne soit pas voté de manière définitive à la fin du mois de mars. Donc ça, ces mesures-là, elles portent sur des choses un petit peu générales, notamment en matière de banque, sur par exemple ce qui aurait pu faire l'objet d'une explosion du système bancaire, à savoir les chambres de compensation. Donc vous avez aujourd'hui des mesures fortes, préemptives, qui ont été prises de sorte que les chambres de compensation qui se trouvent en Angleterre et qui compensent les produits dérivés, donc les produits dérivés qui sont les instruments les plus utilisés en fait en finance, eh bien vont pouvoir continuer à opérer malgré l'absence d'accord éventuel. Donc la France par exemple prend également des mesures pour que le ciel européen puisse continuer à être utilisé, et vous aurez un service minimum qui sera assuré. Donc on a des petites mesures comme ça, ou des grosses mesures qui permettent d'éviter le pire, mais on ne peut pas dire que les entreprises soient préparées à l'avance à ce qui va se produire, parce que ce qui va se produire justement, on ne le sait pas aujourd'hui. Alors Olivier Campenon, on a l'impression vraiment de mesures effectivement prises comme ça, de façon très éparse, et pas d'une action réellement coordonnée. Comment ça se fait? Alors, pour remettre en perspective, parce que ce que disait Étienne est important, c'est que le Royaume-Uni, c'est le premier client des Français. On a un excédent quand même de 12 milliards. Et c'est un des rares pays avec lequel la France a un excédent commercial. Voilà, donc on peut qu'en s'en réjouir, mais évidemment, là, on peut être aussi inquiet. Alors, vous ne le saviez pas en m'invitant, mais je trouve que je suis roscovite. Donc moi, je suis absolument, vraiment ravi d'entendre Jean-Marc parler des Britannic Ferries. Mais sérieusement, je pense que ça démontre surtout qu'un dirigeant entreprenant peut voir le Brexit de façon positive. Et c'est important de le dire. C'est-à-dire que cette incertitude dont on parlait tout à l'heure, évidemment, elle n'aime pas, le business n'aime pas cette incertitude. Mais ceux qui s'y préparent, et qui s'y préparent bien, peuvent y trouver des opportunités. Alors, on est où aujourd'hui? On a les grandes entreprises qui sont prêtes.
celles-là, elles ont pris le contingency plan dont parlait Étienne, évidemment, et en particulier les banques, puisqu'ils savaient que ça allait arriver, c'était inéluctable. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les ETI et ce sont les PME, parce qu'elles sont moins préparées, parce qu'elles se disent qu'il va y avoir un accord, donc c'est pas la peine de s'inquiéter. Moins dans le sens pas assez. Oui, pas assez. Et parce que qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Ça veut dire d'abord s'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe dans l'entreprise. Et quand c'est pas la priorité, ça reste en bas de l'agenda. La deuxième chose, c'est qu'il faut se préparer en regardant quelles sont les études d'impact. Est-ce que si moi je commerce, est-ce que j'ai un risque? Et enfin, il faut agir. Voilà, il faut contacter les clients, contacter la douane, contacter tous ces gens-là. Jean-Marc, oui, on arrivera assez facilement à se mettre d'accord entre les deux. Mais... Vous avez un monsieur Brexit chez Brittany Ferries? J'en ai quelques-uns. Ouais. Alors, voilà, une entreprise bien préparée. Et j'en fais partie. Alors non, mais en fait, je pense que la réponse pour les ETI, elle n'est pas simplement dans le fait que le dossier n'est pas prioritaire. Je ne connais pas, moi, d'entrepreneur d'ETI qui soit en capacité de mettre des coûts, parce que c'est des coûts. Vous prenez des partenaires, vous avez des consultants, vous avez des cabinets d'avocats, enfin ainsi de suite, qui travaillent pour vous. Vous mettez des coûts en face d'une potentialité. Où sont vos recettes? Il n'y en a pas. Donc je vais dire, quelqu'un qui prendrait une mesure aujourd'hui pour un impact qui potentiellement arriverait le 1er janvier 2021, il fait comment? Il le fait en CDD? Ou il les met dans un compte bloqué et puis on verra bien si on les intègre dans la dépense? Mais évidemment qu'ils sont dans la dépense. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui des ETI, et vous avez parlé tout à l'heure de la situation de l'entreprise France, j'ai pas l'impression... vu de ma porte à moi, que ce soit super mirobolant et que derrière, tout le monde ait en effet cherché quelque part des lignes de compte à dépenser parce qu'on en avait trop. Voilà, on a vu certains phénomènes et on a vu quand même que potentiellement 2 millions de personnes vont bénéficier de cette mesure exceptionnelle qu'a annoncé le président de la République de primes défiscalisées, mais ça n'est que 2 millions sur des X millions d'actifs. Donc j'ai pas eu l'impression que les entreprises en avaient beaucoup à distribuer. C'est vrai que ce que je viens d'expliquer, c'est sans doute plus facile pour une entreprise qui dépasse, je dirais, le milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui a potentiellement déjà en son sein toute la capacité intellectuelle pour réagir. Mais juste une seconde, parce que là je vais prendre ma casquette des éditions Francis Lefebvre, parce qu'il y a un sujet qui est important, c'est le RGPD. Hein. Et c'est un exemple, finalement, le RGPD, ça embête tout le monde, parce que c'est une dépense, effectivement, et il n'y a pas de recette à côté. Et bien, si vous voulez avoir une bonne gestion de votre RGPD, il faut le prendre de façon dynamique en vous demandant qu'est-ce que ça peut vous apporter. Le Brexit, ça doit être la même démarche. C'est de se dire, qu'est-ce que, au travers de ce Brexit, comment est-ce que je vais me repositionner en tant qu'entreprise pour en trouver un bénéfice? Ça ne marchera pas pour tout le monde. On vient de Roscoff, les pêcheurs sont terriblement affectés par cette situation. Oui. Donc bien sûr, il y a des secteurs qui vont être impactés. Mais il y en a d'autres qui peuvent trouver des possibilités d'expansion d'opportunités. Je pense que l'impact sera quand même pour toutes les entreprises qui commercent vers l'Angleterre sera négatif. Absolument. Dans un premier temps. C'est justement les conditions d'accès au marché futur qui potentiellement pourraient permettre un rebond. Pourquoi je dis ça? Parce que au bout d'un moment se posera la question, est-ce que oui ou non je vais sur ce marché qui potentiellement me rémunère moins parce que la livre sterling a fortement baissé? Premier point. Deuxième point, qu'il y aura des taxes, donc des droits d'entrée qui vont être pénalisantes. Et donc, vous allez potentiellement garder votre marchandise. Je prends par exemple, vous avez parlé des pêcheurs, mais les agriculteurs, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que très concrètement, vous allez garder sur un marché intérieur, je dirais intérieur continental. Autrement dit, vous avez 70 millions de clients en moins. Résultat des courses, c'est une marchandise de trop sur un marché qui est déjà potentiellement tendu. Alors Jean-Marc, je vais donner la parole à Étienne de Marsac justement, parce que vous avez évoqué la dépréciation de la livre sterling, les droits de douane. Ce sont des points qui ont quelle forme d'impact sur l'activité des entreprises françaises selon les modalisations que vous avez mises en place? La livre sterling, déjà, enfin, on peut parler de la manière dont elle s'est comportée ces 2 dernières années, c'est-à-dire qu'elle a fortement chuté depuis, notamment depuis le référendum, donc depuis le mois de juin 2016. Donc, ce qui induit du coup pour du moins les exportateurs qui reçoivent donc une trésorerie libellée en sterling, donc les exportateurs anglais, un gain de compétitivité qui est important. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas l'impact du Brexit dans les comptes de l'Angleterre. Au contraire.
contraire, les Anglais ne se sont jamais aussi bien portés. Sauf que si j'ai bien les bonnes données, les entreprises britanniques ont freiné leurs investissements quand même de 0,9%. En volume. Ouais. Après, pour un trésorier, donc effectivement français, qui exporte vers l'Angleterre et qui reçoit donc des livres sterling en compensation, finalement, il a un risque de change immédiat qu'il doit gérer et une volatilité de ce risque de change qui n'est pas facile à percevoir puisque elle dépend complètement du politique. Donc, le métier du trésorier, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de neutraliser finalement ces fluctuations qui sont assez phénoménales, assez spectaculaires sur les livres sterling et de faire en sorte qu'elles ne viennent pas impacter ces marges. Hein. Si la livre baisse et que vous recevez votre chiffre d'affaires est libellé en sterling, vous comprenez bien que vous recevez une somme d'argent qui est moins importante. Donc c'est ça le métier aujourd'hui du trésorier, qui est finalement d'être un peu plus tourné vers la politique que vers l'économie. Du coup, pour vous qui êtes gérant de fonds, est-ce que ça a changé votre façon d'investir, vos choix d'investissement ? De manière plus générale, on se rend compte en fait que les marchés eux-mêmes sont moins soumis à la macro et beaucoup plus aux politiques. Et que que ce soit le politique d'ailleurs ou la réglementation. On attend plus ce que va dire Theresa May. Oui, exactement. Que ce que va dire Carney ou le gouverneur de la Banque centrale. Donc c'est là où le métier finalement de gérant de fonds a changé. C'est-à-dire que vous passez votre temps à screener les décisions ou les discours des MPs, enfin des parlementaires, à screener ce qui se produit dans la Chambre des communes le soir, plutôt qu'éventuellement à faire de l'analyse purement macroéconomique. Donc notre métier a en effet changé, on est tributaire du Brexit qui n'en finit plus dont on parlera encore dans les années suivantes. Hein. Moi je suis assez persuadé que le Brexit, la date ne va pas se terminer le 30 mars. Mais David Ellos, vous qui aimez bien les chiffres, il y a une étude qui vient de sortir de l'ARMS qui a justement essayé de chiffrer l'impact sur les exportations françaises vers le Royaume-Uni et qu'il a établi à peu près à 6 milliards de pertes entre 2016 et 2018 et aujourd'hui. Donc c'est significatif et c'est lié effectivement à ce que disait à l'instant Étienne sur la chute de la livre qui effectivement fait que ils exportent plus facilement les Britanniques mais ils importent moins facilement puisque ça coûte trop cher. Oui. Mais pour mettre ça en perspective parce que encore une fois je comprends bien que le Brexit a un impact négatif à court terme. Avant même qu'il ait commencé, il a déjà un impact négatif. Et que au fur et à mesure qu'on continue, cet impact négatif s'accélère. Mais j'aimerais donner un tout petit peu de projection dans l'avenir. Parce que dans la projection, on sait travailler avec les États-Unis, on sait travailler avec tous ces pays-là. Et donc c'est la raison pour laquelle, nous, à la Chambre de commerce, on a créé un think tank qui s'appelle le Cross Channel Institute, qui est là pour justement discuter de la relation future, la relation durable entre nos deux pays, parce qu'on continuera à être voisins, on continuera à être amis, on continuera à travailler avec les Britanniques. Un mot, Jean-Marc Roy. Oui, juste un point de correction. Attention, même si l'entreprise britannique, aujourd'hui, en effet, elle est au plein emploi, ou quasiment, avec les derniers chiffres qui sont sortis, il faut aussi se dire que une des raisons pour lesquelles les Anglais ont voté pour le Brexit, c'était donc du personnel continental, notamment des pays de l'Est, qui travaillait en Angleterre. Ce personnel, aujourd'hui, pour une bonne partie, il est rentré en territoire continental. Il n'est plus en Angleterre. Donc c'est vrai que ça amène le plein emploi. Premier point. Deuxième point, sur les volumes transmanche et le transport des marchandises a toujours été un très très bon calculateur de la santé économique. Nous sommes, depuis 6 mois, avec une régression, nombre de camions transportés sur la transmanche. Donc ce qui veut dire très concrètement que, en effet, l'Angleterre achète moins, donc elle exporte moins, et comme elle n'est pas producteur de matières premières, c'est surtout une usine d'assemblage, la Grande-Bretagne. Oui. Donc ça, voilà. Et on n'a pas connu ça depuis 2008. Je prends juste 2 chiffres. 1986, 600 000 camions traversent la Manche de Dunkerque à Roscoff. Aujourd'hui, c'est 4,8 millions en une année pleine, multiplié par 8 de 93 à aujourd'hui. Autrement dit, on avait créé un outil hyper fluide. Moi, ce que je crains quand même, et notamment pour mon entreprise, c'est que qu'en mettant du sable dans les engrenages, ça va coincer. Étienne de Marsac. Oui, non, mais je voudrais juste rebondir effectivement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que vous avez en effet une interaction très forte entre la Grande-Bretagne et la France en termes d'assemblage, notamment dans le secteur automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 8 voitures sur 10 construites au UK qui sont exportées dans le reste du monde, ou en tout cas qui sortent des chaînes de production et qui sont exportées vers l'Union européenne.
Et c'est cette imbrication très forte qui va être remise en cause, notamment du fait que dans ces usines d'assemblage, par exemple, si on prend celle de Nissan, une voiture sort toutes les 3 minutes. Et donc dès l'instant où vous mettez des grains de sable, comme ça a été indiqué, vous allez mettre en péril donc toute la chaîne de valeur, en particulier dans le secteur automobile ou dans le e-commerce qui est amené à souffrir. On pourrait en parler, mais tellement longtemps. Merci à tous pour vos éclairages. On va passer à notre séquence habituelle, le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Jean-Marc Rouet, c'est votre carte blanche, votre moment à vous. 1 minute pour un conseil aux patrons qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur diriez? Quel conseil vous leur donneriez en tant qu'entrepreneur vous-même? D'abord, dans le contexte actuel, Brittany Ferries, la société que je préside depuis la disparition de son fondateur Alexis Grenek, on connaît des tempêtes, et généralement, des tempêtes tous les ans malheureusement, on navigue, mais des tempêtes économiques, et 2008 pour nous a été une tempête qui nous a obligés à nous remettre en cause. Donc le premier point, pour pouvoir se remettre en cause, c'est très concrètement aujourd'hui, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que quand j'ai dû lancer un plan de retour à la compétitivité chez Brittany Ferries, qui était basé sur une baisse des rémunérations, une augmentation du temps de travail, pensez bien que j'ai pas été applaudi, mais je pense que ça a été bien reçu au final, parce que c'était la vérité. C'est-à-dire si tout le monde fait un effort, tout le monde restera dans l'entreprise, et l'entreprise, 2 ans après, avait 400 salariés de plus, personnel navigant. Donc très concrètement, dire la vérité. Et dans le contexte actuel que vit la France, c'est absolument essentiel. Vous avez parlé à plusieurs reprises de messages politiques. Je pense qu'aujourd'hui, les messages politiques sont assez difficiles à comprendre pour les individus. Les messages économiques et sociaux que peuvent porter les entrepreneurs, dont nous, j'en porte une partie de ma responsabilité, mais je ne prendrai pas celle des autres, je ne connais pas tous les métiers, c'est de dire la vérité aux gens, parce que les challenges sont importants. Et ce dont on vient de parler dans l'émission, c'est-à-dire le Brexit, j'espère que ce n'est que le début et la fin de la déconstruction de l'Union européenne. Merci beaucoup Jean-Marc Rouet, merci pour ce dernier mot. Merci à Étienne de Marsac de Sony Asset Management. Olivier Campenon, merci infiniment. Vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique. Défi ETI, c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, mêmes heures sur BFM Business. À très bientôt. BFM Business, le défi ETI.